Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Air du Son, émission 5. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'audio parlé, ce qu'on dit et ce qu'on peut entendre en direct ou en podcast. L'Air du Son, c'est toutes les 2 semaines, mais pour toutes les heures de toute la vie sur toutes les plateformes de podcast. Une émission coproduite par Audible.fr et Binge Audio. Ça fait déjà un moment qu'on se parle, vous et moi, et oui, 5e émission quand même. Eh bien, la discussion, c'est au cœur de notre sujet du jour. On va parler de conversations dans le micro, d'échanges intimes, intenses et informels, mais tout sauf impersonnels. Ceux que l'on rêve d'avoir, mais que du coup, on peut entendre avec nos meilleurs ennemis, nos pires idoles, ou cette femme, cet homme qu'on admire, mais sans le savoir encore. Des discussions où l'on est intégré sans être présent, mais qu'on peut emporter dans nos casques. Le podcast, ce nouvel espace dédié à la conversation et au huis clos, ou presque. On en parle dans l'Air du Son. Avec moi aujourd'hui, 2 invités. Laura Leishman, bonjour. Salut. Bienvenue dans l'Air du Son. Pour te présenter en quelques mots, Laura, tu es donc d'origine canadienne, tu es journaliste radio, surtout spécialisée en musique. Mm-hmm. Tu as travaillé longtemps pour France Inter ou Le Move. Aujourd'hui, tu as ton podcast à toi, qui s'appelle Laura Leishman Podcast, en français et en anglais. C'est ça. J'ai tout dit. Exactly. Ouais, je veux juste ajouter que c'est pas l'ego, tout ça. La raison pour que ça s'appelle Laura Leishman Podcast, parce que quand les gens me demandent le nom de mon podcast, c'est vraiment gênant. Mon nom, c'est que mon émission à Radio France, ça s'appelait Laura Leishman Project. Alors j'ai juste gardé On garde les initiales. Parce que j'ai zéro imagination. Alors voilà, c'est l'explication, la petite histoire derrière ce nom. La simplicité. Et mon autre invité du jour, Thomas Baumgartner. Bonjour. Bonjour. Thomas, tu es le rédacteur en chef de Radio Nova. Oui. Avant ça, tu as travaillé très longtemps pour Radio France, France Culture notamment, mais également Arte Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. De rien, merci de m'avoir invité. En fin d'émission, on retrouve Salomé Kiner, notre critique de livres audio préféré. Aujourd'hui, un top nouvelle avec en haut de la pyramide Trop de bonheur d'Alice Munro, auteure canadienne, prix Nobel de littérature en 2013. C'est parti pour l'Air du Son. Je crois que vous n'avez pas compris, en fait. C'est non. Et là, le mec vient en France, il va dans le bureau de Christian, et il lui dit, c'est très simple, vous ne pouvez pas me refuser, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est open fee. Et Christian l'a regardé et lui a dit, je ne crois pas que vous avez compris, la réponse est non. Laurent, il ne viendra pas. C'est incroyable. Non, mais c'est pas incroyable, c'est ridicule. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. Que tout le monde peut être... Ouais. Je me demande des fois, je me dis, vraiment, je deviens une vieille, aigrie, back in the day. Mais quand même, il y avait, jusqu'à je sais pas quand, spécialement dans l'art et la musique, jeune, supposée être contre-culture, l'idée que, oui, c'est allé un peu trop loin dans les 90s peut-être, mais que selling out, c'était pas bien. Et à un certain moment, on l'a oublié et c'était trop bien d'avoir plein d'argent. Genre même Diplo, que j'aime bien en fait comme gars, l'autre jour, je regarde son Facebook, spécialement dans les temps qu'on est en train de vivre. Et il a une photo de lui-même en selfie avec, tu sais, ce truc où tu prends une tonne d'argent et tu fais semblant que c'est un téléphone. Je connais pas ça. Ça me surprend pas que tu connais pas, alors. Quoi? Mais c'est un truc. Une tirelire téléphone? Non, tu prends des stacks and stacks. Okay. Of money, tu le mets à ton oreille et t'es là comme si t'étais au téléphone. Ah, c'est situé. Les DJ qui font ça, when did that become okay? Je pense que l'arrivée des réseaux sociaux a tout changé. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de ton podcast, Laura. Ça s'appelle donc Laura Leishman Podcast en français. Il existe aussi en anglais. Là, c'est en franglais un peu. Dans l'unique épisode en français qu'il y a pour le moment, tu interviews Laurent Garnier, c'est lui qu'on entend là. Si on s'en tient à la description de ton podcast, on peut lire de l'accent, des discussions et des blagues carambars. Tu peux nous expliquer un peu le concept en quelques mots? Blague carambar, c'est vraiment quelques blagues carambars. Au début, j'en ai fait un avec Laurent. Et puis, non, mais c'est juste... comme celui en anglais, c'est juste des discussions quoi, avec des gens que je connais pas. Parler avec la version française pour moi est un peu plus
même un peu plus relax que la version anglaise parce que c'est avec des gens qu'à la base je connais un peu plus, et le public me connaît un peu plus. Mais en général, c'est juste des portraits de gens que je connais et où on prend 1 heure pour parler comme on parlerait avec quelqu'un devant soi à un café de choses importantes. Quand on rentre dans des discussions, qu'on est avec des potes même et qu'on parle de vrais sujets, mais d'une manière assez relaxe. Mais moi, j'ai toujours fait mes interviews comme ça. Même quand j'étais à Radio France et puis je faisais mes interviews avec les musiciens, etc. J'avais exactement la même façon de faire. De toute façon, dans l'introduction, tu m'as dit que j'étais journaliste. Je ne me suis jamais vue comme journaliste quand j'étais à Radio France. J'étais animatrice, presenter, comme on dit en anglais, qui est différent que journaliste. Je présentais une émission. Je crois que c'est pour ça aussi que je faisais les interviews d'une manière un peu plus différente. C'était mes invités et je parlais avec eux. D'ailleurs, ça me choquait toujours quand je voyais souvent dans les émissions en France, spécialement à la télé, les invités qui étaient traités comme des invités politiques et on essayait de les descendre, de trouver des critiques, de leur faire en face, ce qui est important avec certains sujets et que je n'évite pas non plus quand j'ai des invités que j'ai eus dans la version anglaise, des invités qui ont bossé pour George W. Bush, par exemple. On parle d'Irak, on parle du reste, mais sans vouloir détruire la personne devant nous ou faire un interview où on cherche un but, où on cherche à les accrocher sur quelque chose. Je cherche vraiment à écouter et à avoir le point de vue de mon invité. Mais du coup, tu dis donc que tu interviews des gens que tu connais notamment. Est-ce que c'est pas dur d'interviewer quelqu'un que tu connais bien déjà ? 10 fois plus dur. Ouais. 10 fois plus dur. En français, c'est un peu plus des gens que je connais. En anglais, pas du tout. Je connaissais pas un des invités, ceux qui sont publiés jusque-là. Il y a tout cela, je l'ai trouvé plus facile à préparer que ceux même avec Laurent. Avec Laurent, j'ai dû vraiment me demander, mais on va parler de quoi quand je vais arriver ? Parce que c'est presque artificiel d'arriver devant quelqu'un qu'on connaît et d'essayer d'avoir une discussion. Et c'est la même chose à la radio, quand c'était des musiciens que je croisais des fois à Paris, que je les avais, c'était beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, un des émissions en anglais qui sera publié peut-être maintenant ou dans quelques semaines, c'était avec un homme politique que j'ai rencontré en Irak. Je suis allée au Kurdistan, en Irak, pour aller le voir. Et lui, c'était plus difficile parce qu'il est tellement... il était tellement gentil avec moi, ils sont tellement bien occupés de moi, je vais passer déjà 2 jours avec lui avant de faire l'interview. Et du coup, c'était beaucoup plus difficile parce que je crois que c'est plus difficile pour le public aussi, parce que si on arrive devant quelqu'un et ils se disent, ils savent pas que toi, tu sais des choses sur eux et puis ils s'expliquent à toi comme s'ils parlaient pour la première fois à toi et au public. Quand on se connaît déjà, il y a des choses non dites qu'il faut des fois expliquer au public, à part. Oui, alors je trouve ça beaucoup plus difficile de faire avec quelqu'un qu'on connaît. Mais du coup, tu dis aussi que donc, tu ne les interviews pas pour avoir quelque chose derrière, tu n'as pas de but qui est prévu avant. Mais alors, pourquoi faire ça, du coup ? Pourquoi avoir... Bon, j'ai mon but quand même, spécialement... Laurent, c'est un cas, je dirais presque à part, vu que je le connaissais. Mais pour les autres, et spécialement en anglais, et les autres que j'ai fait en français là, quand même un peu, le but, c'est de faire un portrait plutôt de la personne avec qui je suis en train de discuter et de leur laisser le temps, quand on parle de sujets spécifiques, d'expliquer leur vision. Et c'est de pouvoir poser des questions importantes, mais surtout, c'est ça le podcast aussi, on peut prendre le temps. Alors, prendre le temps d'avoir une vraie discussion et d'entendre la réponse. Et le but aussi de faire un portrait de quelqu'un, je crois que quand on arrive à des sujets comme ça, des sujets un peu plus, entre guillemets, importants, si on a fait la vie d'une personne, on est plus apte à écouter que si c'est juste quelqu'un qui est là avec une opinion, et voilà, c'est un politique et c'est son opinion. Ouais, bon, d'accord, je suis pas d'accord, et là, quel connard, nanana. Il y a d'ailleurs un autre podcast en anglais que j'aime beaucoup, c'est celui de David Axelrod qui s'appelle The Axe-Files. C'était l'ancien chef de campagne d'Obama, donc qui connaît tout le monde, mais qui était journaliste avant. Et
quand j'ai commencé à écouter son podcast, il y avait des politiciens que à la base, j'aimais pas du tout, quoi. J'avais une image d'eux, mais ils faisaient le portrait de toute leur vie. Et on se rend compte qu'il y en a plein qui viennent de absolument rien. Et même si à la fin, on n'est pas d'accord avec eux, il y a un certain respect et une certaine envie de dialogue qui se pose, moi je trouve, quand on prend le temps de connaître quelqu'un. Je veux que les gens puissent prendre le temps de connaître les gens et d'écouter leur opinion comme on a des opinions diverses dans une famille ou dans ses amis. Et je trouve aussi, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus difficile parce que si on regarde que les commentaires sur Facebook, on est là, oh là là, oh my God, il n'y a jamais de dialogue. Et c'est ça, qu'on est face à quelqu'un et qu'on discute vraiment, c'est tout autre chose. Il y a un autre podcast de 1 à 1 justement qui marche bien en ce moment et dont les épisodes sont du coup de longues conversations. C'est animé par Lorraine Bastide qui interroge des femmes sur leur parcours, sur leurs envies et leurs réflexions sur leur place de femme dans la société. Ça s'appelle La Poudre. On écoute un extrait du dernier épisode en date, c'est celui avec la comédienne Océane Rosemary. Aujourd'hui, si t'es noir, pété de thunes, dans un milieu avec des gens super à l'aise financièrement et tout, a priori ça va aller, tu ne subiras pas la même chose que si t'es en banlieue et avec des parents au RSA, on va dire. Donc, mais néanmoins, il y aura quelque chose qui va persister quand même. Et donc, j'ai l'impression que c'est la seule solution, quoi, en fait. C'est de comprendre ce système, de vraiment comprendre comment il fonctionne en profondeur et de pas se faire avoir en se mettant, entre guillemets, en mettant des échelles de valeur et en se mettant les uns contre les autres, quoi. Mais moi, ce qui me fascine, enfin, tout ce que tu viens de dire, moi, je bois tes paroles, mais ce que je trouve dingue, c'est que tu le dises, en fait. Parce que c'est des questions qui soulèvent tellement de passion. Enfin là, tu viens d'employer des phrases où on entend le mot blanchité, où on entend le mot blanc, noir, genre on a l'impression que chacun de tes mots est un petit pétard qui explose aux oreilles. Et à la fin de ton spectacle, tu dis, attention, choisissez bien les gens à qui vous dites de venir me voir. Ça m'a fait tellement rire. Donc La Poudre, c'est un podcast de conversation qui fait parler des femmes artistes, activistes, écrivains. C'est pas moi qui le dis, c'est Lorraine Bastide. Quel regard tu portes sur ce type de format, Thomas ? Sur le format conversation. Le format conversation 1 à 1, qui fait parler et qui fait raconter des gens. Mais j'ai écouté ce que disait à l'instant Laura, et je retenais pas mal de choses qui, moi, m'intéressent fondamentalement en radio. C'est-à-dire que c'est une attitude au micro qui est celle de la disponibilité. C'est-à-dire, quand tu disais, je ne sais pas forcément ce que je viens chercher, je pense que d'abord le podcast permet ça, se dire je tourne et puis on enregistre et puis on verra aussi un peu ce qu'on gardera. Je peux y aller sans vraiment savoir précisément ce que je viens chercher, sans angle, sans sujet. Et ça, c'est une grande liberté. Et ça peut, effectivement, la forme idéale pour ça, c'est la conversation. On s'approche, on s'appréhende, on s'apprivoise autour du micro. Après, il ne faut pas faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il y a des micros même devant nous, donc on n'est pas dans une conversation au bistrot, il y a une situation qu'on crée avec ce face-à-face, et on sait qu'on est enregistré, comme ce qu'on est en train de faire là, enfin voilà, donc il y a une manière de parler qui n'est pas forcément la même. Néanmoins, on n'est pas dans ce que j'entends, y compris dans ce qu'on vient d'entendre là, on n'est pas dans une caricature d'interview, on n'est pas dans une interview en fait, c'est ça la chose, c'est peut-être ça la différence, on n'est même pas dans un entretien si on réussit bien la chose. D'ailleurs, je me demandais, puisque je ne connaissais pas la voix, je ne distinguais pas la voix de Océane Rosemary, de Lorraine Bastide, qui est interviewée, qui est intervieweuse, et finalement, tant mieux, c'est très bien, on tombe au milieu d'un moment. Et, l'autre chose que j'entendais tout à l'heure, c'était la question de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on vient écouter un podcast pour qui l'anime, pour qui le mène, pour qui le dirige, même si c'est justement dans ce moment de disponibilité, il y a un effet de collection, il y a un genre, il y a un style, enfin voilà, il y a un environnement, il y a un climat qui est installé. Et ça, c'est ce que moi, à titre personnel, j'aime en radio en général. C'est-à-dire que en dehors des infos pures et dures, quand j'écoute une émission, je viens écouter quelqu'un qui vient me mettre en tant qu'auditeur dans sa convivialité, dans son moment, qui vient m'inviter aussi autour de la table. J'ai l'impression d'être là aussi. Donc c'est aussi ça qui différencie une conversation dans un podcast ou à la radio en général d'une conversation au bistrot, c'est que normalement, la personne qui va mener cette conversation, qui va l'organiser, va faire en sorte que la personne en face a l'impression qu'on lui parle à elle en face à face, et en même temps il faut penser à la personne invisible qui est quand même là avec nous autour de la table. Il faut jongler en fait dans cette situation là entre le face à face qui doit être à 100% et en même temps avec
la troisième entité qui est l'auditeur. Il faut aussi qu'il soit là à 100%. Et je pense même qu'il y a un troisième niveau, c'est qu'il faut réussir à penser la situation globale, le trio aux 2 tiers visibles et à 1 tiers invisible, mais il faut réussir à avoir cette image-là, la big picture en tête tout le temps. Donc il y a ça. Et puis l'autre chose qui va de soi, c'est la subjectivité. Il faut absolument se dire que, alors ça peut passer par effectivement de l'opinion, quelque chose de tranché, et effectivement quand on réfléchit à des podcasts qui se baladent sur les réseaux, l'opinion ça marche bien, l'opinion tranchée, la possible friction, la possible opposition, ça fonctionne bien. Mais c'est pas que ça la subjectivité, c'est simplement aussi dire avoir un invité qu'on choisit, c'est déjà ça la subjectivité. Alors qu'on connaît ou qu'on connaît pas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement ça change des choses, mais c'est je pense que c'est ce qu'il faut proposer à l'auditeur. C'est une subjectivité ouverte, c'est une subjectivité disponible encore une fois, sachant que de toute façon on a beau organiser ou désorganiser les choses, on a beau croire qu'on les maîtrise ou se dire qu'on organise le fait qu'on ne les maîtrise pas, de toute façon, ça nous échappe. C'est-à-dire que ça, c'est une chose qui est assez dingue en radio, podcast ou hertzien, c'est que quand on discute avec des auditeurs, généralement, ce qu'on croit être le point essentiel, la chose importante, ou ce dont on voulait parler, le point central de la discussion, en fait, les gens entendent autre chose. En fait, c'est leur subjectivité aussi, celle de l'auditeur, elle est essentielle. L'auditeur, il fait la moitié de l'émission. Parce que, encore une fois, il faut accepter que ça nous échappe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser une émission ou une conversation autour des micros. Et alors ça vient d'où un peu l'apparition de ce format-là justement de discussion hyper libre où on ne sait pas vraiment où on va, mais ce qu'il faut c'est du naturel. Alors, je vais sortir la carte histoire de la radio. Moi, j'avais discuté avec un homme qui s'appelait Jacques Chancel, qui a fait Radioscopie pendant des années sur France Inter, qui était une émission d'entretien quotidienne. Et chaque jour, un grand écrivain, un comédien, un réalisateur, voilà. Et lui, il parlait de conversation déjà. Donc, il y a quelque chose de noble peut-être dans la conversation à opposer à l'entretien ou à l'interview. Et c'est vrai que pour le côté interview, on a l'impression du reporter qui sort son micro comme ça, de manière un peu impromptue, sans préparation, et qui vient recueillir deux, trois mots, ce qui existe, qui doit exister aussi, qui est nécessaire. Il faut pouvoir faire ça. C'est une sorte de noblesse du terme, quoi. La conversation, il y a un côté intellectuel, il y a un côté 19e, il y a un côté... voilà, c'est sans doute que ça vient de là. Et puis pour revenir au format qui nous intéresse là, qui est celui du podcast, effectivement, on est dans un mode de circulation du son et de consommation globale de ce qui est de l'ordre du médiatique, qui est du 1 à 1, du pair à pair. C'est l'expression maintenant tout à chacun sur les réseaux. On parle soit... on crie dans le grand désert du réseau et on attend le like ou le commentaire, mais c'est soi, c'est au niveau individuel. Et le podcast est finalement le pendant radiophonique de cette tendance-là. Donc, si on est soi à parler, et s'adressant à un individu à chaque fois, celui qui va télécharger ou qui va écouter, ou celle, la forme radiophonique qui correspond, c'est le 1 à 1 aussi, donc c'est la conversation. Et puis l'autre chose, c'est la simplicité. C'est plus simple sans doute de mettre 2 micros et d'être face à face plutôt que de faire un documentaire radiophonique par jour. Donc après, ça n'empêche pas d'autres formes de radio. Et puis, culturellement, moi j'ai l'impression qu'il y a une manière de s'adresser, de parler dans un micro, de créer du récit, d'être face à quelqu'un qui est quand même plus anglo-saxon. Le podcast, le boom du podcast, il n'est pas ici, il est aux États-Unis, mais c'est pas complètement un hasard. Après, il y a d'autres explications. La radio aux États-Unis, c'est pas la même qu'en France ou qu'en Europe, mais néanmoins, la force de la mise en récit, la mise en situation aussi d'un face-à-face, si on veut parler de conversation, il y a quelque chose à la fois de géographique, de technologique, mais qui vient de là, à mon avis. Et Laura, j'ai l'impression que c'est entre... Ouais, justement, culturellement, la façon anglo-saxonne de faire... Cette façon, donc, de parler aux gens, c'est aussi ça qui est différent dans le podcast aussi, c'est qu'on s'insère plus parce que c'est pas seulement un interview qu'on fait pour un journal ou un entretien, c'est que c'est notre show aussi. Alors, il faut que les gens s'attachent... forcément, c'est pas nécessaire, mais c'est mieux si les gens s'attachent à la personne qui est en train de faire l'interview aussi. Et aussi pour revenir sur l'idée de pas savoir vraiment où
on va, je dirais plutôt, on ne sait pas où ça va aller, mais moi, quand je commence en interview, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai dans ma tête, je sais exactement où je vais. Et c'est plutôt de gérer le temps et de dire, des fois, je suis dans ma tête, je suis là, merde, il me reste 20 minutes et j'ai seulement posé les 3 questions sur la vie de la personne. Alors, c'est vraiment, ça se prépare, mais aussi quand j'étais à Radio France aussi, je les faisais de la même façon. J'essayais d'avoir le maximum d'informations sur l'invité, mais après de l'oublier. De l'oublier de manière préparée, mais pouvoir se rappeler de tous les détails, comme dans une conversation. Mais aussi, ça ne veut pas dire que ça ne se prépare pas, ça se prépare même plus à fond pour qu'on ait cette impression que oui, on est potes, on se connaît, mais... Et voilà, c'est comme ça aussi que se crée le rapport, quoi. Alors, je me suis intéressée à un format de podcast encore plus personnel que ça. Ça s'appelle Le Marché Parlé. J'ai rencontré Bruno Muschio, alias Navo, le nom sous lequel il fait du podcast. À part ça, il est auteur, réalisateur. Il a travaillé notamment sur les séries Bref et Bloqué, qui ont été diffusées par Canal+. Mais il fait aussi du podcast, du coup, et notamment ce qu'on appelle le marché parlé. C'est-à-dire qu'il marche en parlant, en se parlant à lui-même et en s'adressant, du coup, à un public. Je vous laisse écouter un extrait de l'épisode, qui s'appelle La jalousie, ce monstre, qui est sorti en août 2016. Marché parlé 9, on est déjà au 9 je crois. Donc voilà, je suis à Lausanne, dans ma chambre d'hôtel. Du coup, je marche pas vraiment, je tourne en rond dans la chambre. Parce que c'est un peu comme quand on téléphone, marché parlé. Et du coup, quand je téléphone, je tourne beaucoup en rond. Et si je téléphone pendant très longtemps, ce qui est rare, genre pour écrire à distance, je me retrouve dans des positions un peu bizarres. Je suis en train de parler et je me dis, mais je suis en boule dans un coin sur la moquette en train de rouler. Et d'ailleurs, Ken, parfois, il filme nos sessions de travail. Il filme plein de trucs. Je pense qu'un jour, il y aura un making-of cool sur l'écriture de son spectacle, grâce à ça. Et quand tu regardes la vidéo, tu vois juste un gars dans le fond qui marche beaucoup. Eh ben, c'est moi. Voilà, marché parler que j'avais envie de faire sur la jalousie. Je sais pas pourquoi, ce matin en me réveillant, je me suis dit tiens, j'ai envie de parler de la jalousie. En fait, je suis plus jaloux. Et c'est de ça dont je voulais parler. Alors je l'ai rencontré, Navo, j'ai essayé de comprendre pourquoi il faisait ça, parce que c'est quand même pas banal comme démarche, mais j'ai aussi essayé de comprendre si il envisageait sa relation avec ses auditeurs. En fait, je marche, et à un moment, en marchant, je me suis dit en fait je pourrais enregistrer, je pensais à un truc, je sais plus ce que c'est le premier, faudrait voir. Et je me suis dit, mais je pourrais enregistrer, donc j'ai testé. J'ai pris mon kit oreillette bêtement et j'ai parlé comme sans vraiment d'édito, on va dire. Genre, c'est juste le fil de tes pensées. Et après, je l'ai mis en ligne et les gens ont dit, ah, c'est cool, c'est bien. Donc j'ai continué de le faire. En fait, ça ressemble un peu à une espèce de vlog sans coupe, mais juste audio. Donc finalement, ça existe quelque part, ou comme un journal de bord, quoi. En sachant que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. C'est comme si je marchais avec des gens et que je leur disais un truc, quoi. Donc, dans ma tête, en tout cas, moi, j'imagine une espèce de foule qui écoute un peu comme si je faisais une espèce de conférence mal foutue, un peu à l'arrache, en marchant. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, plein d'autres gens en ont fait. Donc c'était cool, et il y a une espèce d'accord tacite, c'est que bon, bah, c'est à l'arrache, c'est sans montage, et c'est les idées quand même viennent, donc je peux dire des bêtises, mais pardonnez-moi, c'est pas un essai. C'est plus vraiment comme une... En fait, c'est un peu comme s'appeler soi-même au téléphone et pousser sa réflexion, et du coup, j'ai l'impression qu'en la disant tout haut, et en se disant qu'on est confronté finalement à des gens qui vont écouter, ça permet de tempérer et d'essayer de dire oui, alors là c'est vrai que quand je dis ça c'est un peu bizarre, mais ce que j'essaye de dire c'est que voilà, pardon, parce qu'en fait ça a marché parler, et donc du coup ça pousse ta réflexion. Quand tu travaillais chez Arte Radio, Thomas, dans les années 2006, 2008 Entre 2002 et 2007. Tu as contribué à la création d'une plateforme d'audio-blog. Ouais. Est-ce que pour toi, entre le podcast et le blog, il y a un vrai lien entre les deux, sur la façon dont on s'adresse aux gens et la façon de parler? À l'époque, quand on avait créé cette plateforme d'audio-blog, il y avait MySpace, je crois, comme seule plateforme qui accueillait du son. Et plus tard, il y a eu SoundCloud, il y a eu Mixcloud. Donc ça, c'est voilà, la forme a perdu un peu de
j'allais dire son avant-garde, mais ce qu'on accueillait à l'époque, en fait, on s'était rendu compte que donc je sais pas, ça doit être 2006, on pouvait donc facilement enregistrer, facilement monter, on pouvait fabriquer du bon son avec du matériel pas trop cher, mais il y avait quasiment rien pour le diffuser simplement. Il fallait rentrer dans le code, aller chercher des players, tout ça. Donc on avait simplement proposé une interface de blog qui, en plus des entrées titres, textes, etc., permettait de télécharger, d'uploader du son, du MP3 facilement. Et donc, il y avait sur l'interface du blog un player. Ce que les gens proposaient, c'est très varié. Mais c'était pas tant eux mis en scène, c'était pas tant eux en train de parler. C'était des montages. Ça venait aussi du fait que c'était un public lié à Arte Radio. Et Arte Radio proposait du son, on va dire, élaboré. Et donc, c'était une sorte de public semi-professionnel ou mi-amateur, mi-professionnel autour du son. La différence avec ce qu'on vient d'entendre, par exemple, de Navo, c'est que la barrière est encore plus facile à franchir. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire que blog, ça ne veut plus dire grand-chose. Ça veut d'autant moins dire que maintenant, ça circule via Facebook, via Twitter éventuellement, ou quand c'est du son via SoundCloud. Moi, j'allais écouter des marchés parler sur SoundCloud. Mais le lien entre les deux, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'avais écouté ce podcast de Navo, je voyais qu'il avait entre 5000 et 7000 auditeurs. C'est fascinant, parce que c'est une forme effectivement très vite compréhensible, parce que la forme est radicale. Il y a un dispositif, je marche, je parle, qui est simple à comprendre, mais qu'il faut tenir sur un certain nombre d'épisodes. Et puis, il y a un côté artiste au travail, parce que c'est un auteur. Il y a un côté journal intime, il y a un côté écriture automatique. Enfin, pour tout ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis, il y a des moments où je l'avais écouté, il y a des moments intéressants, il y a des moments qui le sont moins, forcément. Enfin, voilà, ça fait partie du jeu. Il a créé une forme de comme Lars von Trier, le dogme. Ouais, il a créé, voilà, il y a une règle, c'est ce qu'il dit, il y a une règle, on dit ce qui nous passe par la tête, parfois ça marche pas. Il faut garder cette forme d'écriture. Donc c'est une écriture sous contrainte, un dispositif sonore intéressant. Plutôt que de faire des parallèles ou des analogies technologiques ou de support, c'est une démarche artistique du fait de ce dispositif. C'est à rapprocher, oui, je sais pas, sans doute de certains dispositifs, des dada, des surréalistes, ou de stand-up ou d'improvisation. C'est à la croisée de tout ça. Mais il y a une adresse au public quand même qui est importante, même si il n'y a pas de retour direct, on va dire. Et tu disais tout à l'heure, Laura, que les réseaux sociaux avaient quand même beaucoup changé la donne aussi par rapport à, voilà, notamment à la relation avec le public. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est bien ? Bien sûr que c'est bien, parce que ça permet à chacun de pouvoir arriver à des milliers d'écoutes de rien. Mais je crois qu'on est encore en train d'apprendre à comment faire, entre guillemets, la publicité de l'audio sur les réseaux sociaux. Ça, c'est toute une autre question. Mais en tout cas, en écoutant ça, je me suis vraiment dit, alors ça, c'est exactement pourquoi on consomme encore de l'audio. On garde une intimité qu'on ne peut pas avoir dans les autres manières de consommer. Beaucoup plus proche de l'essence de la personne, parce qu'on ne pense pas à notre image. On est beaucoup plus à l'aise comme ça. Je le vois même dans les interviews que j'ai pu faire en audio, que ce soit pour radio ou pour des podcasts. Et la différence, quand il y a même une caméra, quand on se dit « Oh non, mais on met un petit GoPro », là, ça change complètement la donne. Ça enlève cette partie intime et de fantaisie, et pour l'auditeur, l'impression d'être très proche de la personne, qu'on parle juste à toi. C'est comme écouter de la musique. On pense que que Bob Dylan a tout compris, il parle qu'à moi, et qu'il y a cette même intimité. Et vraiment, en écoutant cet extrait, j'ai eu cette impression, il y a juste lui et moi. Je suis avec lui dans sa chambre. Et ça serait complètement différent si c'était à l'image, je crois. Et est-ce que vous pensez que le fait que ce soit des formats à la demande, du coup le podcast, est-ce que ça change aussi la relation qu'ont les hosts, du coup, avec le public ? Moi, je trouve ça encore plus intime, en fait, parce que les gens, ils choisissent de t'écouter, c'est pas passif. Mais je trouve ça difficile aussi, parce que les gens, ils arrivent pas là par hasard, et justement, c'est une très bonne question, parce que je crois pas que j'ai encore la réponse à ça.
Et c'est un truc où les Américains, je trouve, qu'ils le font plus facilement parce qu'ils sont ça dans le sang de vendre leurs produits et que c'est normal. De devoir demander aux gens de se souscrire et tout ça, même ça me met mal à l'aise, quoi. C'est con, mais ça me met mal à l'aise. Mais il faut le faire naturellement, mais je trouve qu'il y en a qui le font plus facilement que d'autres. Alors justement, j'ai rencontré Siam Djibril. Figurez-vous qu'elle n'a jamais fait de radio, mais qu'aujourd'hui, à 25 ans, elle a créé en février 2017 le podcast Génération XX. C'est une interview d'une demi-heure où Siam interroge des femmes entrepreneurs. En fait, on parlait tout à l'heure de freins psychologiques, mais c'est exactement ça en fait. Quand tu sais pas en fait ce qu'il y a ailleurs ou quand tu sais pas ce qui peut être possible, en fait, je sais pas si c'est clair. Tu l'imagines pas. Tu vois là exactement, tu t'imagines pas. Donc en fait, je te mets des freins toi-même. Donc après voilà, c'est vrai que j'ai une critique, tu vois, de l'écosystème, mais j'ai aussi une critique de moi-même. Tu vois, je suis très très mesurée. Donc tu vois, parce que mais voilà. Mais en tout cas, je suis une personne cool, hein. On est d'accord, hein. Je tape un peu sur tout le monde, mais c'est cool. Avec le sourire. Exact, toujours. Donc ça, c'était l'épisode avec Mariam Tiganimine comme invitée. Alors Siam, elle n'est pas formée au métier de journaliste, mais elle était auditrice et c'est ça qui l'a poussée à se lancer dans le podcast. Et aujourd'hui, elle prend ça vraiment comme un atout. Et pour moi, c'était hyper important que ce soit un ton très conversationnel. C'est-à-dire que du coup, je voulais prendre ce parti de ne pas être journaliste, enfin assumer le fait que j'étais pas journaliste et avoir une conversation avec la personne. Voilà, c'est la première fois que je la rencontre. Toutes les filles que j'ai interviewées, c'était la première fois que je les rencontrais. Alors tu vois, on se présente 5-10 minutes avant, histoire quand même de dire qui je suis et de prendre un peu la température, mais je voulais aussi qu'on se tutoie. Enfin, je voulais que ce soit vraiment une conversation où je lui demande, bah voilà, toi, comment t'as fait pour monter ton projet ? T'es parti d'où ? Pourquoi tu te décris comme ça sur les réseaux sociaux ? C'est quoi tes échecs ? C'est quoi tes réussites ? Où est-ce que t'as envie d'aller ? C'est quoi tes inspirations ? Enfin, que ce soit très, voilà, très abordable. Et la conversation, bien sûr, je laisse parler l'invité, tu vois, mais j'aime bien rebondir sur ce qu'elle dit. Pourquoi pas partager ce qui, moi, m'est arrivé sur un sujet dont on parle. Généralement, mes interviews, je les fais, tu sais, juste avec un petit micro, comme le tien, là, que je pose au milieu. Et j'ai enregistré un épisode où, au contraire, on avait 2 micros de radio. Ça a complètement changé. Pourtant, on était chez moi, tu vois, donc dans un lieu décontracté que je connais. Mais il y avait une petite distance, tu vois. Donc j'imagine que dans un studio où t'arrives, t'es un peu stressé, tu sais qu'il y a des millions de personnes qui vont t'écouter. Je pense qu'effectivement, c'est moins détente que ce format, voilà, que tu peux enregistrer un peu n'importe où. Je pense qu'il y a le côté accessible aussi. C'est-à-dire que et le fait aussi que ce soit pas fait que par des professionnels, mais tu vois, comme YouTube par exemple, ce serait ridicule qu'un YouTuber fasse un JT en mode avec un costume et parle de l'actualité. Enfin non, tu vois, il est chez lui, il est pas journaliste à la base, donc il fait comme il est. Moi je suis pas journaliste, donc je vais pas m'inventer un style tu vois, formel ou faire ça dans un studio parce que j'ai jamais connu ça, tu vois, donc ce serait bizarre de le faire. Du coup, je pense qu'il y a aussi voilà, l'accessibilité du truc qui fait que voilà, chacun fait un peu comme il le sent, quoi. Du coup, l'influence de la radio dans la conversation en podcast, c'est quelque chose qui existe, où c'est vraiment, les deux sont extrêmement distincts pour vous. Par exemple, ok, ça c'est un bon exemple. Sur BBC Radio 4, qui est un peu la France Inter de la BBC, ils ont une émission qui s'appelle Desert Island Discs, qui existe depuis 75 ans. Le concept, c'est que l'invité vient dans l'émission et a choisi 6 ou 7 titres qu'il prendrait avec eux sur une île déserte. Et via ces 6 ou 7 disques, on raconte sa vie. Mais le but, vraiment, c'est de raconter la vie de la personne. Et Desert Island Discs, ça a toujours été un peu comme ça, cette conversation avec quelqu'un autour de leur vie, avec quand même la BBC et tout ça. Alors, c'est très bien fait et professionnel, mais conversationnel aussi. Et alors là, encore, moi, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être un truc peut-être culturel anglo-saxonne, mais là, on vient à un autre. C'est très intéressant la comparaison avec YouTube. Je trouve ça très pertinent. Et puis, en écoutant cet extrait, je suis là, non, mais je trouve ça génial. Je trouve qu'elle a tout compris. Et aussi que pour son podcast, d'avoir cette niche-là, de parler à des entrepreneurs, ça marche
tellement bien. Il y en a un en anglais qui s'appelle How I Built This, je crois, et c'est un des podcasts les plus écoutés. Et c'est uniquement avec des gens qui ont commencé des entreprises. Mais dans ce qu'on entendait là, il y avait quelque chose... Enfin, c'est peut-être un malentendu, mais elle dit « Je suis surtout pas journaliste, donc j'ai choisi de tutoyer, d'être détendu, d'interrompre, de rebondir, etc. » Enfin, c'était assez étonnant dans ce qu'on vient d'entendre, parce que le ton était radicalement différent entre cette jeune fille qui fait son podcast dans le podcast et dans l'interview. Dans l'interview, en fait, il y avait quasiment un côté femme d'affaires, et de l'autre côté, c'était à se dire, est-ce que c'est vraiment... Enfin, je sais pas, ça me pose plein de questions, en fait, ce qu'on vient d'entendre. C'est un podcast que je connais pas. J'irai écouter pour avoir les réponses. Tout ça pour dire que je pense que faire de la radio, podcast ou pas podcast, c'est pas parce qu'on n'est pas journaliste que ça se pense pas, grosso modo. Et là, il y avait un côté, je laisse courir parce que c'est de la conversation. Et en fait, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, ça se prépare presque plus qu'une interview comme ça à brûle-pourpoint. Et il vaut mieux arriver avec un bagage assez gigantesque, avec quelques directions, et puis effectivement laisser couler ce qui se passe. Et c'est dans ces moments-là, en fait, dans cet équilibre-là qu'il y a un truc un peu magique qui peut se passer, qu'on parle d'entrepreneurs ou qu'on parle d'artistes, ou voilà, quel que soit le domaine. Mais les gens que j'admire le plus, moi, en radio, c'est justement ceux qui arrivent à être dans une décontraction apparente, presque une forme de désinvolture, et qui, au bout du compte, on nous dit « Ah, il nous a amenés là ». Ou alors, elle a réussi à me faire passer ça, ça et ça. Je m'en suis à peine rendu compte. Et à l'arrivée, voilà, je suis content d'avoir écouté ça. En tout cas, toutes les interviews se préparent pas pareil. On va écouter un bout d'un de tes podcasts en anglais et on en parle après. So that was the incredibly generous David from what begun as a journalistic nightmare for me ended up being I thought it was a pretty good interview, but I'm not the one to decide on this. As usual, the one who has the last word and who will decide if it was any good or not is my mom. So what did you think, Mom? I thought he was the most interesting, erudite, informed man I was hugely impressed by. And I think anybody who listened to him, Laura, would feel the same as I did. I listened to absolutely every word, really. And I thought that you brought out the most interesting things about him, not just politically, but about him as a person as well. It was a fantastic interview, I thought. Donc, pour la traduction, en gros, Laura, tu interviews ta mère et tu lui demandes ce qu'elle a pensé de ton interview. Elle fait la critique de l'émission. C'est pas dur d'interviewer sa mère? Ah non, mais justement, elle fait la critique de l'émission parce que c'est ma mère, alors elle va tout le temps dire que c'est génial, tu vois. Aucune objectivité. Mais non, mais vraiment, c'était... En fait, quand j'ai commencé à la radio, j'étais à une petite radio à Genève et j'avais une émission musicale vendredi soir. Vu que c'était petit, je commençais, moi, la blague, c'était il y a que ma mère qui m'écoute, et je l'appelais à la fin. Et justement, vu que je passais de la musique jeune, de lui demander ce qu'elle pensait, c'était tellement drôle. Et puis c'était en anglais à l'époque ce que je faisais, et puis elle a un accent british, elle est actrice, alors elle est un peu drôle, et puis en fait les gens ils adoraient ça, quoi. Et je trouve que ça le rend le truc le plus personnel aussi. Et aussi de dire, sans le dire, hey, salut, ce podcast est pour tout le monde, pour les vieux, et puis tout ça, et pour ma mère aussi, de l'avoir à la fin et d'avoir un autre point de vue. Et aussi, ça a toujours pour moi été la petite blague, ouais, genre celle qui fait la critique de l'émission, c'est ma maman, et genre, c'est génial, Laura, it's wonderful, darling, as usual, tu vois, genre. Parce qu'on sera jamais déçus. Drôle. Ouais. Bon, j'espère, hein, parce que si elle dit que c'est nul, c'est que ça a vraiment été nul, hein. Bon, moi, en tout cas, je vais pas interviewer ma mère. Enfin, je vais pas appeler ma mère, malheureusement, même si je suis sûre qu'elle aurait dit des choses formidables sur cette émission. Non, je vais laisser la place à Salomé Kiner. Toutes les 2 semaines, elle nous fait une critique de livre audio, et du coup, c'est pour maintenant. Bonjour Salomé. Bonjour Andréane. Aujourd'hui, tu t'intéresses à une forme littéraire bien particulière. Oui, c'est vrai. Dans le cadre de ces chroniques, j'ai eu l'occasion d'écouter différentes choses. Si je devais en tirer des conclusions, je dirais que le bémol du livre audio, pour moi, c'est sa longueur. Alors, je m'explique. Quand vous lisez un livre, vous avez votre bouquin en main. Vous êtes assis ou couché, peut-être. En tout cas, vous êtes immobile. Vous vous dédiez à votre livre. La lecture, c'est une pratique active qui engage d'abord vos yeux, vos mains, et finalement, en fait, c'est votre corps tout entier qui se consacre à ce moment, parce que c'est difficile de faire autre chose en même
même temps. Alors c'est différent dans le cas du livre audio, je vous en parlais la dernière fois et c'est un de ses avantages. Le livre audio s'écoute dans les transports, en cuisinant, à la salle de sport, bref, il vous permet de faire autre chose en même temps. Et ça, tout de suite, eh bien, c'est une menace pour la concentration, je ne vous apprends rien. Du coup, je me suis rendu compte qu'un polar ou un Dostoïevski en livre audio, ça peut poser problème. Il suffit que ça sente un peu le brûlé dans la cuisine ou que votre coach vous fasse signe de descendre du tapis roulant et paf, vous avez raté l'info super importante de l'intrigue. Alors tout ça, Andréane, ça m'est arrivé, pas le coach, mais tout simplement de m'endormir en écoutant un livre audio. Alors on a beau parler du sommeil actif, moi le lendemain matin, impossible de me souvenir où j'en étais dans les tribulations morales de Raskolnikov. Ah, c'est pas cool, j'aimerais pas avoir tes problèmes, Salomé, mais alors comment on s'en sort ? Alors je te rassure, Andréane, on s'en sort facilement, on renoue avec un genre qu'on néglige trop souvent. Je vous parle bien sûr de la nouvelle et je vous parle plus précisément d'un recueil d'Alice Munro, ça s'appelle Trop de bonheur. Alice Munro est canadienne, en 2013 elle recevait le prix Nobel de littérature. Petites gens, grands sentiments, c'était les mots du comité pour parler de son œuvre et c'est vrai. L'immense talent de cet auteur, effectivement, c'est celui d'aller chercher des vérités universelles derrière des destinées a priori lambda. Je ne sais pas comment elle s'y prend, mais ces histoires sont littéralement addictives. Pourtant, les pitchs n'ont absolument rien d'extraordinaire. On trouve des couples fatigués, des pervers narcissiques, des employés de maison, des gamines pain beige, des mères surprotectrices, des veuves en quête de repères. Voilà, tout ça, c'est des situations qu'on pensait avoir éculées depuis longtemps, surtout en littérature. Et pourtant, systématiquement, quelque chose de sournois vient s'immiscer, vient perturber ces vies tranquilles. Elle se rappelait parfaitement comment la dispute avait commencé. Elle avait acheté une boîte de spaghettis en sauce un peu cabossée. À cause de ce défaut, elle l'avait payé moins cher, toute contente de se montrer une ménagère avisée. Elle avait cru faire quelque chose de malin, mais elle ne lui l'avait pas dit quand il s'était mis à la questionner à ce propos. Pour une raison quelconque, elle avait jugé préférable de prétendre ne s'être aperçue de rien. Tout le monde s'en serait aperçu, avait-il dit. Nous aurions pu être intoxiqués. À quoi donc pensait-elle ? À moins qu'elle n'en ait justement eu l'intention. Intention d'empoisonner les enfants ou lui. Elle lui avait dit d'arrêter, que c'était de la folie. Il avait répondu que ce n'était pas lui qui était fou, que seule une folle achèterait du poison pour sa famille. Alors voilà, une dispute qui va très très mal se terminer. Au passage, je salue le travail d'Amira Kazar, excellente interprétation de la comédienne, particulièrement dans les dialogues. C'est fou ce qu'une intonation peut dire de l'immense palette des vices et des bémols de l'âme humaine. Et ici, c'est vrai, le livre audio apporte vraiment une dimension supplémentaire. Alors, Trop de bonheur, le titre de ce livre, vous l'aurez compris, c'est un euphémisme. Le mariage, la fidélité, la religion, la bienséance, rien à faire, on n'en sortira pas indemne. D'où qu'on aille, quoi qu'on fasse, l'horreur est toujours à deux doigts d'éclater sous la surface bien vernie de la norme. Trop de bonheur, c'est un recueil d'Alice Munro, ça dure 12 heures et je vous jure que je n'ai jamais autant aimé la marche à pied qu'avec ce livre dans les oreilles. C'est très gentil, Salomé, de te soucier de nos concentrations de moineaux et d'autres idées sinon ? Oui, alors on va rester du côté des nouvelles et des prix Nobel, ce qui prouve bien qu'on ne parle pas d'un genre mineur. 11 histoires d'injustice et de solitude, c'est La Ronde et autres faits divers, un recueil du Clésio, mis en voix par le regretté Bernard Giraudot. Ici aussi, vous verrez, la banalité n'est qu'une affaire d'apparence. Enfin, pas de Nobel pour Marguerite Yourcenar, mais beaucoup d'estime. Ces nouvelles orientales sont inspirées de légendes réelles ou inventées. On est loin du fait divers et des couples lambda. Pour le coup, Christian Gonon de la Comédie Française vous fait la lecture. Embarquez sans crainte, c'est un très beau voyage à moindre frais. C'est déjà la fin de cette émission, la 5 de l'Air du Son. Merci beaucoup à mes invités du jour. Merci à Laura Leishman d'avoir été avec nous. Ah, c'était un plaisir, merci beaucoup. Plaisir partagé, je le rappelle, ton podcast, ça s'appelle Laura Leishman Podcast en français, mais ça existe aussi en anglais. Du coup, il y en aura d'autres qui vont sortir. Ah oui, il y a en français avec Christian Page, qui est SDF Star sur Twitter, avec Omar Ouaman, qu'on a fait à Beyrouth sur toutes ses aventures là-bas et ses reportages et sa vie là-bas. Et en anglais, alors avec l'ancien Premier ministre du Kurdistan en Irak et député ministre d'Irak, Bahram Saleh, et puis aussi avec un jeune réfugié syrien que j'ai rencontré en Grèce. Et puis oui, il y en aura plein d'autres.
Merci aussi à Thomas Baumgartner. Je rappelle, tu es le rédacteur en chef de Radio Nova. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir Merci accueilli. beaucoup d'avoir été avec nous. La grille d'été de Nova qui commence lundi. La grille d'été, Ouais, le 3 juillet. Voilà, c'est dit. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. J'ai bien dit toutes. Donc iTunes, Audible, qui coproduit l'émission, SoundCloud et toutes les autres. Et n'oubliez pas aussi de commenter et de dire si vous aimez cette émission avec des étoiles, s'il vous plaît. À la prochaine.